Donc là, je vous fais un bref rappel des forces en présence. Andy Burnham, on est dans la continuité d'Ed Miliband, c'est le centre-gauche du parti. J'essaierai de ne jamais faire de comparaison avec la France parce que la plupart des comparaisons avec la France sont inopérantes et ne permettraient que de se brouiller. Et si vous voulez en tirer justement des éléments qui soient utiles dans votre militantisme et dans votre réflexion, étonnamment, c'est en refusant la comparaison avec la France que vous allez ensuite pouvoir tirer dans votre expérience politique quelque chose d'utile à partir de ce moment qu'on passe ensemble. Yvette Cooper, c'est le retour des Brownies, c'est le centre droit. Jeremy Corbyn, on va en parler. Candidat à reculons, hein, je vous donnerai une petite... Non, je vous la donne tout de suite. Corbyn, en fait, ils sont là, les neuf membres du parti qui sont vraiment au cœur du processus, c'est le Socialist Campaign Group. Ils sont 9, et puis ils se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce leadership ? Donc là, il y a le président John McDonnell qui lui dit, moi j'y étais 2 fois, j'ai eu un cancer, j'ai promis à ma femme de prendre un peu soin d'elle, de prendre du recul, donc non, c'est pas moi. Il y a Diana Abbott, l'autre grande figure qui dit, moi j'y suis allé, je me suis pris une tollée. Et donc là, tout le monde regarde Corbyn et lui dit, c'est ton tour. Hein. Et il fait, globalement, il ne dit pas, vous faites chier. C'est un mec extrêmement poli, jamais un mot plus haut que l'autre. Il dit, ok, je vais y aller puisque c'est mon tour. C'est comme ça qu'il y va. Hein. Et début juillet, il est tellement sûr qu'il va être battu qu'il fait une lettre à ses camarades du Parliamentary Labour Party pour leur dire, voilà, il y a tel comité, dont comité sur les affaires étrangères, je voudrais vraiment pouvoir y aller, ça m'arrangerait beaucoup. Vous ne voulez pas voter pour moi ? Le mec, il ne croit pas qu'il puisse être leader du parti. À cette époque-là, on est début juillet. Et Great Britain a écrit le 23 juin que ce type-là pouvait gagner et être le prochain leader du parti. Ça, c'est juste un petit moment d'ego trip. Et donc, pour terminer, il y a Liz Kendall, qui porte les espoirs du camp blairiste et notamment du think tank Progress, dans le parti, la machine de guerre et surtout la cash machine des blairistes qui lui permet de former des cadres tout acquis à la cause du social-libéralisme. Donc Corbyn va créer la surprise. Il obtient de justesse les 35 nominations de Member of Parliament nécessaires. Parce que voilà, il y a toujours, pour pouvoir se présenter, les règles veulent que tu représentes que 15% du parti parlementaire vote pour toi. Et en fait, le parti parlementaire, là, est vu dans sa version la plus étroite, c'est-à-dire que ce sont les membres du Parlement. Ce n'est pas les Lords. Les Lords et les Members of European Parliament, donc les eurodéputés, ceux-là aussi sont mis à l'écart. C'est le nerf de la guerre, c'est les membres du Parlement, donc les élus à la Chambre des communes. Donc lui, il obtient les 35 nominations juste en disant permettez-moi de participer au débat. On ne peut pas laisser les blairistes dire que le programme d'Ed Miliband était trop à gauche et c'est pour ça qu'on a perdu. Non, nous, on veut pouvoir porter dans le débat le fait que on n'a pas été clair sur les questions économiques, on n'a pas été clair sur les questions de l'austérité, on n'a pas été clair sur les questions de l'accueil des réfugiés, on n'a pas été clair dans la défense du service public, et que c'est pour ça qu'on a perdu. Donc permettez-moi juste de porter ces éléments-là dans le débat. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont signé pour lui qui se bouffent les doigts. Et lui-même, à sa grande surprise, il va déclencher un mouvement qui va aller croissant. En 100 jours de campagne, il va tenir 99 événements. En fait, c'est quasiment des meetings. Mais si on veut être juste, en fait, il en a pratiquement fait 200. Puisque il va faire... sa campagne, c'est presque une campagne d'élection générale. C'est-à-dire qu'il va sillonner le pays
et il va faire des meetings quasiment tous les jours. Et donc ces meetings sont sold out, parce que là-bas, quand on fait un meeting, on met des billets en pré-vente. Parce que d'abord, on met des billets en pré-vente parce que ça permet de financer la location de la salle. On met les billets en pré-vente parce que ça permet de savoir si on va remplir la salle ou pas. Et donc, pour les militants que vous êtes, le côté, voilà, je maîtrise mon organisation, c'est un élément extrêmement important. Et donc, globalement, ils se rendent compte que, ils annoncent voilà, à Leeds, ils annoncent la tenue d'un meeting à Leeds, 4 heures plus tard, toutes les places sont prises. Ils se retrouvent du coup à faire un meeting dans une salle qui est bourrée à craquer, les conditions de sécurité ne sont même plus, alors là on n'en parle même pas. Il y a pratiquement autant de monde dehors, et à la fin de son discours, dans la salle, il sort et il fait un autre discours pour les gens qui sont restés dehors et qui n'ont pas voulu partir. Ils ont juste dit, on va rester là, peut-être qu'on le verra. Et quand il les voit, là, putain, il y a encore 1000 personnes, il va faire un discours pour 1000 personnes. Il monte sur le toit d'un véhicule de la Fire Brigade Union, donc le syndicat des pompiers, donc qui est c'est le véhicule avec la grande échelle. Il monte, hop, il prend un mégaphone et puis il refait son discours. Donc dès comme ça, c'était à Manchester, il fait un discours dans la cathédrale. Et il y a encore autant de monde qui attend dehors. Enfin, voilà, c'est ça. Et une campagne sur les réseaux sociaux qui est une campagne d'une efficacité redoutable, qui emprunte pour un peu à la dynamique de Yes We Can, donc la première campagne électorale d'Obama, mais qui n'en est pas une pâle copie. C'est-à-dire c'est une campagne qui est extrêmement incluante et qui permet aux gens non pas d'être des relais, mais vraiment des acteurs de la campagne sur les réseaux sociaux à part entière, avec vraiment un truc qui est là très britannique en Grande-Bretagne. On aime bien, on aime bien s'impliquer, on dit, voilà. Donc il y a, par exemple, à partir du 14 août, qui la période où on commence à voter, dès que les gens reçoivent leur bulletin de vote et qu'ils le reçoivent, ils mettent sur leur Twitter et sur leur Facebook « I voted Corbyn, and you ». Donc voilà, moi j'ai voté Corbyn, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et une vraie campagne comme ça, extrêmement dynamique, extrêmement en phase avec la jeunesse. Et donc c'est effectivement la nouvelle génération militante des étudiants qui ont été formés dans la bagarre contre les conservateurs sur les frais d'inscription aux universités, mais aussi des anciens membres du Labour, beaucoup de syndicalistes qui vont revenir et qui vont faire vivre cette campagne de Jeremy Corbyn. Donc, tout ça donne une dynamique d'adhésion. 199 000 adhérents au 7 mai 2015, qui va amener, en fait, on va être ensuite à 204 au 14 août, donc date de clôture des inscriptions, début du vote. On est sur un collège électoral de 610 000, donc avec, là on a 295 000 adhérents directs. Ici, c'est eux là, c'est eux. Ça c'est les adhérents directs, 295 000. Ici nous avons les supporters enregistrés. Par exemple, vous en connaissez peut-être un, Philippe Marlière, qui a payé donc 3 livres pour pouvoir participer à la désignation du leader du parti, et 31%, plus de 200 000 membres des syndicats qui ont décidé de opt-in à l'occasion de cette élection. Aujourd'hui, on est à 670 000 adhérents directs, parce que la dynamique ne s'est pas interrompue, elle s'est poursuivie et amplifiée. On est à 670 000 adhérents, ce qui nous renvoie, vous voyez, voilà, on est au niveau 678 575, c'est 1975. Voilà.
Aujourd'hui, le parti a autant d'adhérents directs qu'en 1975. Donc, en termes de puissance militante, on revient 40 ans en arrière. À cette époque-là, le Parti travailliste était au pouvoir. Et ici, vous voyez qu'il y a eu un petit sursaut. C'est la période de l'accession donc, de Tony Blair au pouvoir. Et puis après, quand il rentre au 10 Downing Street, la baisse. Là, c'est en 2004, on était à 250 000, et donc elle va connaître une baisse régulière jusqu'à 199 000 adhérents au 7 mai 2015. Alors, les clés de la dynamique Corbyn, parce que c'est quand même ça aussi qui nous intéresse. D'abord, c'est une campagne politique claire sur le fond. Refus de l'austérité. Un vrai renouveau du discours socialiste, on pourra en parler, qui aujourd'hui se traduit par John McDonnell, qui est donc le shadow chancelier de l'Échiquier, donc le ministre fantôme des Finances et de l'Économie, qui a présenté Bread and Roses in the Digital Age. Donc c'est globalement du pain et des roses. Le pain et des roses, c'était un slogan du Parti travailliste dans les grandes années. Et donc c'est le socialisme avec l'iPad. Donc il a présenté la semaine dernière et ça a fait grand bruit. Ça a même réussi à faire quelques titres mineurs, certes, en une je crois que c'était du Daily Mirror, qui est certes le quotidien de centre-gauche, le tabloïd de centre-gauche, mais pour qu'ils acceptent de faire un truc sur l'économie en une, même si c'est en colonne de sortie à droite, c'est quand même important. Il y a la volonté de renouer le lien avec le mouvement social et les syndicats. Les syndicats vont d'ailleurs le lui rendre, puisqu'il y a 6 syndicats qui vont lui apporter, dans moins d'un mois après le lancement de sa campagne, lui apporter leur soutien. Étonnamment, il y en a 3 qui sont affiliés au Parti travailliste et 3 qui ne le sont pas, dont PCMS, dont je vous ai déjà parlé, et RMT. RMT, c'est ceux qui sont notamment à l'origine de la grève dans le métro de Londres qui a fait grand bruit à la fin du mois d'août. Qui a fait grand bruit parce qu'elle a d'abord été très massivement suivie et que du coup... Il y a aussi un discours neuf, très étonnamment, on verra, c'est le gars, Corbyn, il fait de la politique à temps plein depuis 1979. Il est parlementaire depuis 1983. Et donc, 33 ans après sa première élection, il apparaît encore comme un homme neuf. Et pour cause, voilà, il n'a jamais eu aucune responsabilité à l'intérieur du Parti travailliste. Et c'est pour ça qu'il semble rompre avec l'establishment de ce parti. Alors, arrêtons-nous sur le bonhomme. Voilà. Un authentique travailliste issu du mouvement syndical, en sortant de ses études. Il vient d'abord d'une famille on peut dire de la petite bourgeoisie intellectuelle. Ses parents se sont rencontrés lors d'une manifestation de soutien aux républicains espagnols. Ce sont des activistes et notamment des pacifistes. Il ira dans les grammar schools, donc les écoles privées. Il ira ensuite... lui, il ne fait pas Oxford, il n'ira pas. Et en sortant d'études qu'il suit comme ça, sans trop d'enthousiasme, il va devenir permanent dans les organisations syndicales, ce qui, pour le coup, voilà, il est salarié, organisateur du mouvement ouvrier. C'est, en Grande-Bretagne, c'est pas un métier comme un autre, évidemment, mais c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et il n'y a pas ce regard sur les permanents, forcément coupés, du milieu qu'ils seraient censés représenter. On n'a pas du tout ce qu'on peut retrouver en France sur cette méfiance vis-à-vis de l'appareil, se pose d'une autre manière en Grande-Bretagne. Donc, il est élu conseiller, councillor,
pour Islington North en 1978 ou 79. Et à partir de là, il commence une carrière politique à temps plein, toujours à la gauche du parti, donc le Labour Representative Committee. C'est un béniste, pour ceux à qui ça parle, Tony Benn, qui est donc en fait les années 90, c'est la bataille des deux Tony B. Tony Blair d'un côté, Tony Benn de l'autre. Tony Benn qui va jouer un rôle extrêmement important dans la rénovation de l'appareil idéologique de la gauche travailliste. Il est on peut dire que la victoire de Corbyn est la victoire posthume de Tony Benn, qui est décédé il y a quelques années de ça. C'est évidemment, Léo le disait tout à l'heure, un parlementaire rebelle. Il a enfreint à 570 reprises les consignes de vote du Parti travailliste, essentiellement sous les deux gouvernements Tony Blair, il faut le préciser, notamment sur les questions liées à la politique étrangère et à la paix, puisque ce pacifiste convaincu a été et est toujours coprésident de la Stop the War Coalition en tant que membre du Parlement, et qu'à ce titre-là, en 2003, il a mis 2 millions de personnes dans les rues de Londres, pas lui tout seul, mais il a fait partie de ceux qui ont mis 2 millions de personnes dans les rues de Londres contre l'intervention militaire en Irak, ce qui fait à ce jour la manifestation revendicative politique la plus importante que le Royaume-Uni n'ait jamais connue. Mon ami est néanmoins, mon ami et camarade, on peut dire que c'est votre camarade aussi, Philippe Marlière dit que c'est un socialiste au sens de la première internationale. C'est-à-dire que, par exemple, quand il parle du retour en propriété collective du rail, parce que vous savez que le rail en Grande-Bretagne a été privatisé, et que Tony Blair a participé de ce mouvement-là, il ne parle pas il ne dit pas qu'il faut renationaliser. Il faut lire la lettre qu'il a envoyée au Cooperative Party dans le cadre de sa campagne sur ce sujet-là, et il propose quelque chose que moi je trouve assez original, c'est une propriété partagée entre l'État, les représentants des travailleurs, donc les travailleurs, mais aussi les usagers. Donc, les entreprises ferroviaires seraient réintégrées en propriété collective, mais en associant 3 entités clairement déterminées, les usagers, les salariés et l'État. C'est pas inintéressant. Et ça, pour le coup, c'est une vision très britannique, très influencée par le mouvement coopératif, mais qui permet aussi de dire que quand on dit que Jeremy Corbyn, c'est des recettes des années 80, c'est un peu plus compliqué que ça. Lui, de toute façon, quand on lui dit « vous représentez le travaillisme des années 80 », il dit « non, moi... En vrai, je représente le travaillisme de 1945, celui de Clément Attlee. » Vous avez quelque chose à rajouter ? En général, la conversation s'interrompt assez rapidement. C'est le point Godwin Corbyn. C'est le point Godwin Corbyn. Voilà. En tous les cas, c'est ce portrait très rapide fait que Jez, comme l'appellent ses supporters, c'est le diminutif affectueux pour Jérémy, jouit d'une crédibilité qui est assez exceptionnelle, et ce grand fan d'Arsenal, parce que oui, on est en Grande-Bretagne, donc comme on est dans les organisations de la classe ouvrière, les identifiants de la classe ouvrière, il y a le syndicat, mais il y a le pub et le club. Et le club de Jez, c'est Arsenal. C'est celui qui est dans sa circonscription, mais c'est aussi celui avec lequel il a grandi. Et les vrais ennemis d'Arsenal, c'est pas Chelsea. Chelsea, en vérité, ça n'existe pas dans la carte du football. C'est comme l'OL ici, quoi. Personne n'en parle en vrai. Le vrai club rival d'Arsenal, c'est les Tottenham Hotspurs, qui vouent une haine, mais sur des générations à Arsenal.
Et lors du choc, le choc se termine par un pauvre nul, 1-1. Et là, il y a Corbyn qui se balade avec sa cravate, là, tranquille, enfin, pas sa cravate, son écharpe d'Arsenal, et il tombe sur des fans des Spurs, et un qui lui dit « Hey, toi, tu vas pas déconner. T'as intérêt de faire ton maximum pour devenir le Premier ministre de ce putain de pays. » Quand même, là, c'est pour transcender une haine aussi viscérale que celle qui sépare les Spurs d'Arsenal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un des petits éléments qui fait que finalement la victoire de Corbyn en 2020 apparaît hypothétique à l'instant où on parle. Je vous rappelle que quand il obtient ses 35 parrainages, tout le monde dit qu'il est là pour amuser la galerie. Et je vous rappelle que lui-même, à ce moment-là, il dit ouais, j'y vais, mais si vous pouviez me trouver un truc dans la commission des affaires étrangères, ce serait vachement bien. Dans ce cadre-là, où le fond, c'est-à-dire ses propositions politiques, et la forme, c'est-à-dire cette rupture avec l'establishment, il n'est pas en costard. Il vient, il a sa pauvre chemise avec, on voit le t-shirt dessous, il a sa petite veste beige, il a toujours la même tête, sans cravate, son air un peu professoral, c'est pas un tribun, il a un charisme particulier, mais il n'y a pas la voix qu'il porte, c'est surtout pas Mélenchon, surtout pas. Voilà. Mais là encore, pas de comparaison, c'est le meilleur moyen, faire des comparaisons, c'est le meilleur moyen de faire des contresens. Donc, comme le disait Léo tout à l'heure, dans le premier scrutin, one member, one vote, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce système de vote bloqué des syndicats, de vote du PLP et les pauvres adhérents qui essayent d'influer comme ils peuvent sur le vote. Là, tout le monde est logé à la même enseigne. Jérémy Corbyn obtient 59,5% des voix, c'est-à-dire que ça lui fait plus de 400 000 votes, dans, effectivement, comme le soulignait Léo, un scrutin qui voit un Britannique en âge de voter sur 100 participer. Vous imaginez si François Hollande avait été désigné par un Français sur 100 en âge de voter, ce que ça aurait signifié pour le Parti socialiste comme infrastructure à gérer. Ça aurait été... voilà. Donc, il l'emporte à la majorité absolue dans 2 des 3 collèges qui sont, sans surprise, les supporters à 3 livres, et, encore moins surprenant, dans le collège des organisations affiliées. Mais dans le collège des adhérents directs, il n'obtient que 49,5% des voix, très loin quand même devant les 3 autres concurrents. Le plus dur reste à venir. Le plus dur reste à venir parce que le Parliamentary Labour Party, qui a été sonné dans un premier temps, a rapidement repris le dessus et il mène la fronde sur tout. Voilà, sur tout. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un blairiste ou un proche d'Yvette Cooper ou des membres de son propre shadow cabinet qui contestent ses décisions. Ce qui l'amène à essayer de rechercher un délicat équilibre sur des sujets clés, notamment les sujets à caractère international, Trident, la Syrie, l'OTAN. Il va reculer sur ces points parce que pour lui, le plus important, c'est l'austérité. Et qu'en ne lâchant pas sur l'austérité, il va pouvoir réintroduire le questionnement permanent sur les autres sujets. Parce que quand on dit on refuse l'austérité et on met en place un programme socialiste pour le XXIe siècle, il faut se poser la question du pognon. Et là, opportunément, il rappelle que Trident, c'est 100 milliards de livres, c'est pas rien, 100 milliards de livres, sur des années, pour une efficacité qui reste à démontrer, puisque aujourd'hui, on le reconnaît tous, la menace majeure qui plane sur la sécurité de la Grande-Bretagne, c'est le terrorisme. L'actualité est là pour nous dire que c'est une position qui est à peu près recevable. Est-ce qu'on combat le terrorisme avec des missiles nucléaires ?
pose la question. Lui, il dit peut-être qu'on pourrait remettre en place peut-être des armements conventionnels plus adaptés, etc., développer les services de renseignement, arrêter les coupes budgétaires dans les effectifs de la police qui rendent la situation de ce corps extrêmement difficile aujourd'hui. Hein. C'est les échanges de ce week-end, parce que oui, les échanges de ce week-end, la vie politique britannique commence le dimanche. Le dimanche, on donne le ton pour la semaine qui vient. Ah. Chez nous, le dimanche, on se repose. Bon. Il y a des camarades qui vont faire il y a encore des camarades qui vont distribuer sur les marchés ou tenir des initiatives politiques, mais là, en Grande-Bretagne, c'est les discours importants, les interventions télé importantes ont lieu le dimanche et elles donnent le cap pour la semaine à venir. Et donc, il lâche rien sur l'austérité pour mettre en exergue les contradictions auxquelles ses détracteurs devront faire face. Il veut surtout il veut aller jusqu'au bout d'une réforme, c'est-à-dire qu'après avoir rendu l'élection de leur leader aux adhérents, ça c'était l'œuvre d'Ed Miliband, il veut rendre aux adhérents la décision sur le contenu politique. Pour le moment, le programme politique, c'est la chasse gardée du PLP et du leader. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des trucs scabreux comme le Labour Party intègre le contrôle de l'immigration. Voilà. Parce qu'on est dans un truc, tu me donnes ça, je te prends ça, etc. Des trucs auxquels vous n'êtes absolument pas habitués en tant que militant, c'est absolument... Jamais ça se passe comme ça au Parti Socialiste. Donc là, dites-vous qu'au Parti Travailliste, ça se passe comme ça. Et comme il voit que le PLP est toujours un petit peu à l'emmerder, il faut le dire, hein, il a laissé créer Momentum, qui est un groupe de pression militant, qui s'inscrit dans la dynamique de sa campagne et qui a pour but de faire de la politique dans et hors le parti. Donc c'est des gens qui... voilà, il peut y avoir des membres du Labour et des gens qui ne sont pas membres du Labour, qui vont relayer le programme et la parole de Corbyn et de son équipe, parce que quand on dit Corbyn, il faut imaginer, il y a tout un staff derrière, c'est vraiment un travail collectif. Lui, il est la voix, l'incarnation d'un projet porté par des gens en nombre extrêmement important et qui ne sont pas là pour rigoler. Corbyn, de toute façon, il a fini par le dire, oui, je fais tout ça pour rentrer au 10 Downing Street, oui, je fais tout ça pour devenir le Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et très probablement qu'il sait qu'il devra lâcher la main en cours de route, puisqu'il a 66 ans, donc globalement en 2020, il aura 70 ans, mais il y va, il restera peut-être un an à Downing Street, mais ensuite il lâchera la main à celui qui lui succédera. Pour le moment, le mieux placé, c'est son seul ami en politique, c'est John McDonnell, qui est aussi son bras droit après avoir été son patron politique. Mais il y a aussi une nouvelle génération qui est en train de d'éclore. Je tire votre attention sur des gens comme Clive Lewis, député qui est membre du parti. Ah, ça y est, je l'ai oublié. Clive Lewis, ça me reviendra tout à l'heure. Il y a Richard Burgon, qui est le MP de Leeds. Il y a Louise Egg. Il y a Rebecca, voilà. Je l'ai oublié, mais ça me reviendra. Bref, Long Bailey. Et donc, tous ces gens-là sont, eux, très investis, en parallèle de leur travail de parlementaire, dans Momentum. Momentum qui commence à monter un peu le ton en disant que, notamment dans des endroits où ils sont assez puissants, mais où, par exemple, le MP est plutôt sur l'aile droite du parti, en disant vous savez que s'il y a un vote des adhérents du parti, c'est pas évident que vous retrouviez votre investiture juste comme ça, quoi. Donc, il y a un truc qui s'appelle dans les partis le fait que vous devez être fidèle aux consignes de vote.
Donc, si vous voulez bien arrêter de taper sur votre patron que nous avons élu démocratiquement, peut-être qu'on pourra se rappeler de votre fidélité et se dire que nous, on sera fidèles parce que vous êtes finalement fidèles au parti, donc à notre bien commun. Ah oui, tu es en train de me menacer de ne pas me réinvestir la prochaine fois? C'est exactement ça, je suis content que tu t'en rendes compte. Mais surtout, voilà, arrêtons-nous un peu sur... je vais terminer pour qu'on ait un débat plutôt sur ce point. Quelle perspective en Europe? C'est vraiment important parce qu'effectivement, il y a ce fichu référendum sur pour ou contre. Et je l'ai volontairement laissé de côté parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on ait un échange sur le sujet. Il y a aussi, surtout, le Labour Party a toujours joué un rôle particulier au sein de la social-démocratie européenne. Je crois qu'il n'est plus membre du PSE. Si? Non, il n'est pas à jour de ses cotisations. Oui, parce qu'en fait, ils sont plus... Ils sont toujours dans le groupe au Parlement. Ouais, mais ils sont pas... Ils sont, par exemple, à l'IS, ils ont un statut particulier, puisqu'ils sont membres associés. Ils sont observateurs, Ou observateurs. comme la plupart des partis dits travaillistes en Europe, justement parce qu'ils sont en retard de paiement de cotisation. Et surtout parce qu'en fait... Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. C'est voulu parce qu'en fait, ils étaient dans la création d'une internationale démocrate jusqu'à présent avec le Parti démocrate italien et d'autres. Mais ils ont quand même ce truc, c'est que la Grande-Bretagne a toujours idéologiquement joué un rôle extrêmement puissant dans le débat politique à l'échelle européenne. Évidemment, le thatcherisme, qui continue, je suis désolé, ce que fait Rajoy en Espagne, c'est une adaptation à la spécificité, à la situation espagnole de l'agenda thatcheriste. Je vous rappelle qu'en France, Manuel Valls est quand même le digne représentant de la troisième voie blairiste. Il y a juste un truc qu'il n'a pas emprunté au blairisme, c'est son côté ordre républicain, sarkozysme de gauche, qui fait que par moment tu as l'impression que Manuel Valls serait en fait l'enfant bâtard de Chevènement et Tony Blair. Mais voilà. En tous les cas, sur le contenu politique, économique et social, voilà. L'autre gros parti social-démocrate européen, le SPD, allemand, qui est encore plus puissant que le Parti travailliste britannique, avec qui il partage un ancrage profond dans la société, notamment avec ses liens avec le mouvement syndical. Mais c'est que le SPD, vous avez l'impression, depuis qu'ils ont fait le Bad Godesberg, que la politique, ça ne les intéresse plus. Voilà. Ils sont très intéressants pour gagner des élections, mais en termes de réflexion politique, et notamment de réflexion politique internationale, moi, de mon poste d'observation, je ne les vois pas peser dans le débat sur l'avenir de la social-démocratie. Alors que les Anglais, si. Puis alors, le blairisme, on a vu, ça a été une traînée de poudre. Jospin était présenté pendant un temps comme l'anti-Tony Blair. Ça montre bien que la figure qui structurait le débat à l'époque, c'était Tony Blair. Et Jospin devenait l'anti-Tony Blair. Bref, dans ce contexte-là, effectivement, la victoire de Corbyn, comme je l'ai dit à mes camarades, à moi, de la Commission Europe du Parti communiste français, parce que je suis marxiste, donc je pars de la réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, parce que Corbyn est dans le mouvement réformiste, donc celui qui est appelé à arriver au pouvoir demain, beaucoup plus rapidement que la gauche radicale à laquelle on me rattache. Corbyn, s'il est élu en 2020, et c'est possible, sur son agenda anti-austérité, Bread and Roses in the Digital Age, et tout ce qui s'ensuit, c'est politiquement beaucoup plus important que toutes les victoires de Syriza et de Podemos mis bout à bout. Parce que ça aura un effet sur toute la social-démocratie.
je suis désolé de vous dire ça, vous êtes des réformistes conséquents, des vrais sociodémocrates au sens historique du terme, vous faites encore de la politique pour transformer en profondeur la société, mais aujourd'hui, l'essentiel du boulot des social-démocrates, c'est juste de conquérir le pouvoir. Après, on a l'impression que quand ils y sont, en Europe en tous les cas, ils sont désarçonnés, ils ne savent plus quoi en faire. Validant ce vieil adage qu'on croyait limité à la gauche française, il y a deux gauches en France, la gauche qui sait conquérir le pouvoir et la gauche qui sait, une fois au pouvoir, quoi faire de ce pouvoir. Le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes gauches. Mais ça aura de l'impact parce qu'en plus, c'est pas un mouvement... Donc, les gens vont se dire, si on peut gagner des élections avec ce programme-là, ça mérite qu'on s'y intéresse. Peut-être qu'on pourrait faire un peu la même chose. Et regardez ce qui se passe au Portugal. Le contenu politique de l'accord avec El Bloco et le Parti communiste, enfin l'alliance Parti communiste vert, au départ, on peut dire que c'est une alliance d'opportunisme, mais en tous les cas, elle se fait sur un contenu politique qui n'est pas sans rappeler l'engagement anti-austéritaire de Corbyn. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et que, voilà, les gens qui, aujourd'hui, prônent vraiment une alternative conséquente, un réformisme conséquent à l'échelle européenne, devraient s'intéresser profondément à ce que fait le camarade Corbyn. Je le dis très tranquillement. Moi, je suis membre du Parti communiste. Aujourd'hui, le Parti communiste, vous êtes des gens qui le disaient. On n'est pas dans l'insulte, on est entre nous, on est entre camarades. Le Parti communiste est un parti réformiste. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous vous retrouvez dans vos universités d'été respectives, vous dites « mais on a tellement de choses en commun ». Et oui, une alliance rouge-rose-verte, ça aurait de la gueule. Mais parce que finalement, vous êtes aussi rouge que le PC ou que le PC est aussi rose que vous l'êtes, à un moment donné. Enfin, voilà, je ne veux pas m'écarter de mon sujet, mais en tous les cas, il y a des choses à réfléchir de ce point de vue-là. Ça va t'emmener loin. Voilà. J'ai du coup terminé sur ce point, parce que je préfère qu'ensuite ça se fasse plutôt sous la forme d'échange. Je crois qu'en plus, j'ai bien éclaté mon temps de parole, donc voilà. Ouais. Voilà. Voilà merci Nathanaël, on peut